Mon grand-père m'a parlé d'un livre un jour. L'auteur commençait son récit par l'histoire d'un homme qui habitait sur une colline du haut de laquelle on apercevait le beau village de Mvoula, dans la cuvette. Deux jeunes hommes étaient venus le voir. L'homme était réputé très sage, d'aucuns disaient que c'était un génie. En fait, la légende voulait qu'il puisse répondre à toutes les questions qu'on pouvait lui poser. Et les deux jeunes hommes voulurent tester le niveau de sa sagesse. Les garçons pensèrent tromper le grand homme. Ils attrapèrent un petit oiseau et se rendirent chez lui. Un des garçonnets, qui tenait l'oiseau dans sa main, demanda au grand homme s'il était vivant ou mort. Sans hésiter, celui-ci répondit : « Fiston, si je te dis que l'oiseau est vivant, tu refermeras ta main et tu l'étoufferas. Si je te dis que l'oiseau est mort, tu ouvriras les doigts et l'oiseau s'envolera. Tu vois, jeune homme, tu tiens dans ta main le pouvoir de la vie et de la mort. » L'auteur achevait son histoire par ces mots. Vous tenez dans vos mains les semences de l'échec ou le potentiel de la réussite. Vos mains sont habiles, mais il faut les employer de la bonne façon pour récolter les récompenses que vous pouvez atteindre. Nos mains, à nous, jeunes, contiennent les semences de l'échec ou le potentiel de la réussite. Mais il faut les utiliser de la bonne façon pour récolter les récompenses que l'on peut atteindre. Or, voici une jeunesse congolaise qui surprend. D'un côté, elle séduit par son imagination, son énergie et sa passion débordante, son enthousiasme, elle est pétrie de rêves, de talents, et de l'autre, elle inquiète par sa propension à se lamenter des difficultés, son appétence à chercher des boucs émissaires en tout et pour tout. Le sage homme vivait au-dessus de la montagne et voyait plus loin que le reste du village. Du fait de sa position et de son immense expérience, seul lui pouvait apercevoir l'horizon et guider le peuple. Il lui donnait en outre les clés de son avenir, mais ne se cachait pas non plus qu'il appartenait au peuple, lui-même, de choisir librement la manière d'en faire usage. Le grand homme dans l'ouvrage me fait penser à quelqu'un d'exceptionnel chez nous. Sans doute le plus grand Congolais de tous les temps, qui a voué sa vie au pays qu'il aime passionnément et qui a sans modération toujours tout mis en œuvre pour que sa jeunesse s'élève. Alors, je me suis tant questionné. Pourquoi celle-ci se montre-t-elle timorée quand il faut prendre des initiatives pour elle-même, quand même le salut est déjà entre ses mains ? Je n'ose pas croire que cet état des choses soit lié aux faiblesses de notre système éducatif qui, lui, a pourtant des années dû remplacer le Congo parmi les pays francophones les mieux scolarisés. En effet, la politique d'éducation telle que conçue par le président de la République depuis plusieurs années a permis de doter le pays d'infrastructures modernes, le lycée de la Révolution, le lycée d'excellence de Mbunda, les amphithéâtres de l'université Marien-Ngouabi pour ne citer que ceux-là, et maintenant, l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé, sans aucun doute, la plus belle idée de ces 30 dernières années. Si on veut penser à la jeunesse, il faut d'abord l'éduquer. Donner, essayer d'apporter au maximum des compétences pour que ces jeunes-là puissent s'insérer soit dans le marché du travail, soit dans l'entrepreneuriat. Il y aura la fac de sciences qui sera là-bas, donc chimie, physique, mathématiques, biologie. Ça, c'est pas les sciences humaines. Il y aura les sciences géographiques, c'est-à-dire l'environnement, le territoire, l'aménagement, etc. C'est quelque peu scientifique, surtout avec la forêt que nous avons. Et puis, il y a aussi l'Institut d'urbanisme, d'architecture, des bâtiments, travaux, le génie civil, les travaux publics. Donc, c'est quand même pas les sciences humaines en tant que telles. Donc, au fond, les sciences humaines n'existent pas encore là-bas. Petit à petit, ça viendra petit à petit, mais pour le moment, ce sont ces deux instituts plus la fac des sciences. Il n'y a même pas de sciences humaines. D'accord. Et ça viendra, la médecine, il y a la fac de sciences de médecine de Marien-Ngouabi, elle travaille très bien, elle est très compétente. Donc pour le moment, elle peut satisfaire aux besoins du Congo. Mais Kintélé aussi aura plus tard ces mêmes structures, je crois. Mais pour le moment, ce qu'on fait n'existe pas encore, même pas Marien-Ngouabi. L'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé, sans conteste, la plus belle idée de ces 30 dernières années.
Pour que le Congo soit de retour en Afrique, il faut rétablir la proximité entre la jeunesse, l'érudition, la formation. Le président l'a bien compris, la bataille de l'avenir s'engage ici. La plus grande tragédie du pays ne sera pas le gaspillage des ressources naturelles, si tragique que cela puisse être. La plus grande tragédie sera le gaspillage des ressources humaines à observer le sage. L'homme moyen va au tombeau avec sa musique encore en lui. Donc, les plus belles mélodies ne sont hélas jamais jouées. Le sage ne veut pas que le Congo tombe dans cet écueil. L'éducation et la formation des jeunes sont le socle de la prospérité d'une nation. Notre avenir d'ici les 60 futures années ne sera pas tributaire de l'or noir, mais de tous les talents que nous aurons entretenus, formés. En réalité, quand on arrive à tester les jeunes en entreprise, très peu sortent du lot. Très peu sortent du lot. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'en réalité, on doit à terme réfléchir sur je ne dis pas que la qualité de la formation n'est pas bonne, mais ce qui est délivré aux jeunes et aussi dans une certaine mesure la nature de la formation qui est délivrée aux jeunes. Les jeunes se forment au niveau des écoles de commerce, ils viennent en stage pour des courtes durées, ce qui ne leur permet pas forcément de pouvoir montrer leur potentiel, ce qu'ils ont pu acquérir à l'école, mais dans une certaine mesure aussi ne pas suffisamment apprendre. Parce que 3 mois, c'est bon, mais c'est aussi assez court pour capitaliser une certaine expérience. Quand on s'inspire un peu de ce qui se fait ailleurs, d'ailleurs en France, sur tout ce qui est formation, contrat d'alternance, contrat d'apprentissage, favoriser une intégration plus longue des jeunes en entreprise pour leur permettre de capitaliser au maximum les compétences et les connaissances. Et ça, dans une certaine mesure, ça leur permettrait, même s'ils ne sont pas recrutés dans cette entreprise-là, à la fin de leur contrat d'apprentissage ou contrat d'alternance, ils ont quand même une compétence à faire valoir dans une autre entreprise ou même dans un autre secteur. Les voyages modifient notre façon de voir, qui à son tour modifie notre façon d'être et peut-être de faire. En octobre dernier, j'ai entamé un voyage au cœur du pays. Du nord au sud, j'ai sillonné le Congo profond pour essayer de comprendre si le pessimisme sur l'avenir d'une partie de la jeunesse était fondé. La crise en 2020 nous a certes éreintés, mais n'avons-nous plus tous les droits d'espérer et de voir le futur comme une promesse ? Les nerfs à vif, les esprits déboussolés, je ne nie pas que certains des jeunes que j'ai croisés ont le sentiment qu'on leur a volé leur montre pour mieux leur donner leur. C'est du moins ce qu'a pu me révéler ma rencontre avec une association des jeunes de Mvumvu. Pour ces derniers, nos dirigeants traversent une autoroute avec les yeux bandés. Je me sens accablé pour eux. Car si nous voulons rendre le Congo encore meilleur, nous devons absolument parvenir à chasser ce spectre. En tant que Congolais, nous n'avons pas les moyens d'être désespérés. C'est un péché impardonnable. Le désespoir a le chic d'enlever aux aides tous leurs moyens. Et je ne peux pas m'imaginer que les dents d'un seul Congolais soient gaspillées. Des rêves, des attentes. En effet, les jeunes en ont à foison. La plupart attendent à ce que le gouvernement les comble. Mais pour autant, est-il juste de prêter à l'État toutes les vertus ? On se tromperait à croire qu'un changement d'homme, de régime, tout de suite réglerait le problème de tout le monde. Ce sont les mêmes préoccupations. Hein. J'ai parlé de la Libye, mais je peux vous parler très bien dans la même zone géographique. Mais je peux vous parler de la Tunisie, que je connais un peu mieux. Nous devons arriver à un temps où le Congolais arrête de dire « donnez-moi ». Aujourd'hui, il doit loyalement proclamer la célèbre formule du président Kennedy.
J'ai essayé de chercher le boulot quand j'ai fini mes études. J'ai pas trouvé, donc on va dire que c'était aussi un déclic parce que je voulais être indépendante et libre. Je me suis lancée, c'est pas facile au départ parce que je n'avais pas de fonds. Ce que j'ai fait, j'ai pris 10 000 francs, j'ai acheté un pan. Donc ton fonds de départ c'est 15 000 francs. Non, 10 000 francs. On récapitule. Tu as lancé ton entreprise avec 10 000 francs. Avec 10 000 francs. Et puis grâce à Internet, donc à Facebook, tu es allé sur la page et tu as commencé à publier. Oui, j'ai publié un vêtement, c'était juste un vêtement. Bon, et la chance que j'ai ma soeur qui elle est fine. Donc aujourd'hui c'est même en Égérie, je travaille avec elle. Super. Donc j'ai pris des photos avec mon téléphone, j'ai posté sur Facebook. Un client s'est intéressé, j'ai vendu le vêtement à 20 000. Et avec ces 20 000 francs, j'ai encore acheté 2 pièces. On m'a encore fait 2 vêtements, c'est parti comme ça. L'État devrait mettre en place plus des formations, des écoles de métier, parce qu'il n'y en a pas beaucoup au Congo. On a des jeunes qui aimeraient bien faire quelque chose, mais ils n'ont pas de financement, ils n'ont pas des parents qui pourront les aider. Les écoles de métier, je pense que ça serait bien. En fait, on peut toutefois demander que le gouvernement, ou je ne sais pas qui fasse quelque chose. Ça, on n'en disconvient pas. Mais c'est à toi de faire ce que tu vas faire. Par exemple, moi, lorsque je commence avec la photo, ce n'est pas le gouvernement qui m'achète l'appareil photo quand même. Ce n'est pas le gouvernement qui m'envoie dans les rues pour aller prendre les photos. C'est moi et moi-même. Donc c'est aussi un dialogue qu'on doit avoir avec soi-même. Moi, je pense que lorsque tu veux quelque chose, quand tu le veux vraiment, il faut aller. Il faut aller et puis il faut... voilà, il faut faire ce qu'on a à faire. Parce que les plaintes, pour moi, c'est... je ne suis pas trop partisan. Parce que déjà, je te dis, lorsque je commence, je n'ai pas d'appareil photo. D'accord. Donc c'est un ami qui me donne l'appareil photo pour me dire, écoute, tu peux l'utiliser. Donc même quand on n'a pas d'appareil photo, on peut toujours travailler. Moi, je suis un exemple de tout ça. Je n'ai pas d'appareil photo, c'est un ami qui me l'a donné. Bon, j'arrive ici, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Les gens autour de moi, ils m'ont aidé parce que ils pouvaient voir que c'est un travail que je voulais faire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il faut poser quelques actions, c'est vrai, critiquer, moi aussi j'ai commencé par critiquer, mais au bout d'un moment j'ai compris que c'est pas ce qui allait me permettre d'avancer. Et donc à la fois je pose des actions pour avancer, mais quand j'ai l'occasion de dire un mot aux gens qui sont supposés créer le cadre pour que nous travaillions convenablement, je leur dis ce que je pense, parce que je pense que c'est de leur responsabilité, c'est de la responsabilité de l'État de créer un cadre pour que les artistes s'expriment, parce que tout ce qu'on fait concourt au rayonnement de notre pays. Il y a juste des petits mécanismes à mettre en place, un petit fonds par exemple à mettre en place et avec certaines, avec beaucoup de lois autour pour bénéficier de ce fonds-là. Et nous on va se mettre à travailler, parce que moi je suis congolais, quoi. Moi je suis congolais, j'ai envie de travailler pour mon pays, mais j'ai l'impression que l'État m'interdit, ne veut pas que je travaille pour le rayonnement de mon pays. Aujourd'hui, si je parle de mon ministère de tutelle qui est le ministère du Tourisme et de l'Environnement, l'accompagnement, en fait, c'est en termes de visibilité. Après, pour ceux qui pourraient intervenir, bon, on sait que le climat des affaires n'est pas forcément à son beau fixe au Congo, donc je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour encourager surtout les jeunes structures comme la mienne. Pour revenir au tourisme, je sais qu'aujourd'hui, Madame la ministre Arlette Soudan-Nono a fait valider un projet de loi sur le tourisme qui va donc permettre de moderniser le secteur, mais qui va également poser un cadre législatif et réglementaire pour ce secteur-là. Donc il y a des choses qui peuvent être faites pour donc accompagner les jeunes dans différents secteurs, mais là je parle plus spécifiquement du secteur touristique. Et pour continuer, ou peut-être pour finir, pour ce secteur plus spécifiquement, je dirais qu'il y a un besoin en aménagement de route. Aujourd'hui, on se déporte dans ces différents endroits-là, mais on peut faire par exemple 60 km en 2 ou 3 heures, ce qui est excessif parce que l'état des routes est dégradé. Et ça demande aussi une logistique conséquente, avoir des 4x4, et ça bien sûr, ça se répercute sur le prix de nos différentes zones de venir. Donc ça peut être des éléments qui peuvent servir de base pour l'État pour accompagner le secteur. C'est vrai que voilà, nous, secteur privé aussi, on a notre part à jouer, on a notre rôle à jouer là-dedans, mais avec l'accompagnement de l'État, je pense qu'on peut
faire beaucoup mieux. Tout a gagné. Aujourd'hui, enfin, tous les pays du monde travaillent à rendre leur pays attirant, à faire de leur pays une destination, qu'elle soit touristique, bref. Donc l'État a tout à gagner et je pense que le meilleur moyen de vendre un pays, l'un parmi les moyens qui existent pour vendre un pays, il y a l'art et en particulier le cinéma parce qu'il regroupe tous les arts. Et donc oui, l'État a tout à gagner. Il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de gens intelligents, il y a beaucoup de gens qui sortent des universités, des grandes écoles. En tant que Congolais, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses à faire. Le terrain, je ne vais pas dire qu'il est vierge, mais il y a tellement de choses à faire qu'on n'a pas besoin d'envier les autres parce qu'on a les terrains, on a la terre, bref, on a tout. C'est à nous de créer et c'est à nous de faire et ne pas compter sur les autres et d'ailleurs qui viennent faire. Parce que c'est à nous de faire. Pourquoi pas? On voit chez les autres pays qui créent, on voit d'autres qui vont étudier, qui reviennent pour créer, pour construire. Pourquoi pas nous? Que ce soit dans la musique, dans l'alimentation, dans les bâtiments, bref, dans tous les domaines, hein, que ce soit santé, bon, je ne vais pas en parler, mais dans tous les domaines, on a du potentiel et on va bien faire les choses. Il faut avoir aussi le sens du devoir. Et si un jeune, il faut fixer les devoirs qu'on doit faire. Si la jeunesse ne se fixe pas des buts, des devoirs, des accomplissements, elle ne fera rien. La jeunesse doit avoir des objectifs, comme on dit, à terme immédiat, à court terme, à moyen terme, etc., à long terme. Il faut avoir ces objectifs, c'est très très important. Vous évoquez la fuite des cerveaux, la fuite des talents. Est-ce que c'est dû au fait que l'artiste, en définitive du cinéma, n'arrive pas à vivre de son art? Est-ce que vous vivez de votre art? Est-ce que c'est ça qui explique cette fuite justement de cerveau? Et c'est même pas nous qui commençons par dire ça. C'est les gens qui vous disent ouais, vous faites bien, pourquoi tu n'irais pas à Dakar, pourquoi tu n'irais pas dans tel pays, là-bas tu aurais plus d'opportunités. C'est frustrant que les gens me disent ça parce que là tu vois que les gens ils ont tellement... On se rend compte qu'il n'y a pas d'opportunité. C'est que nous, peut-être qu'ils sont là, on se voit la face, mais eux qui font pas la chose, ils se rendent compte que vous êtes talentueux, mais au Congo, vous n'avez pas d'opportunité de réussir. Donc, allez ailleurs. En fait, on vous dit même allez ailleurs et on est sûr que vous allez rayonner. C'est ce qu'ils nous disent. Et à un moment donné, quand tu es père de famille, tu es mère de famille, tu atteins un certain âge, encore quand tu es jeune, quand tu es encore à l'école, tu dépends des parents. Mais on fait comment finalement pour arriver à s'en sortir? D'autres personnes disent, moi je préfère aller me réfugier ailleurs, je préfère aller vivre dans tel pays. Ce qui, pour d'autres, ça leur réussit. On en a vu Olivier Kissita dans le Canal qui a fait la série Le Cacao, on a vu notre sœur dans Maîtresse d'un homme marié, mais qui sait combien de temps ça lui a pris en fait? J'aurais pu rester évidemment travailler en France, mais il y avait quelque chose qui m'attirait à revenir travailler au Congo. Déjà parce que, en termes d'opportunités, j'avais déjà eu mon opportunité de travail chez Total, donc je ne voyais pas vraiment l'intérêt de rester en France. C'est aussi pour apporter un peu ma pierre à l'édifice, dans le sens où rien que consommer congolais, vivre au Congo, ça permet d'apporter de l'argent dans l'économie congolaise. Et je pense que si on veut avoir un Congo meilleur, tout le monde doit être un petit peu dans cette optique-là. Déjà, rentrer au Congo, c'est une décision. Hein. C'est un arbitrage qu'il faut faire entre le fait de se dire j'ai un modèle de vie, j'ai mes habitudes. Est-ce que je décide de mettre un terme à mes habitudes? J'ai travaillé en Afrique du Sud, par exemple, où je n'étais pas sud-africain, donc je sais ce que c'est. Lorsque tu es ailleurs, c'est un peu difficile d'être inspiré de la même manière que quand on est à la maison. Parce que là-bas, d'abord, c'est pas les gens que tu trouves, ils ne parlent pas forcément le langage que tu parles. Et parfois, ils ne te ressemblent même pas aussi. Et jusqu'à quand on va partir? Jusqu'à quand on va... Tout le monde va partir, tout le monde. Il y a eu plein d'artistes ici, plein d'artistes qu'on découvre plus tard à l'extérieur du pays. Ah, ils sont congolais. On est content, mais ces talents peuvent exploser ici et contribuer directement au rayonnement du pays plutôt qu'on les récupère à l'extérieur, qu'on les ramène. C'est beaucoup de complications. L'exode des cerveaux a toujours nui aux pays qui tracent leur voie vers le développement.
C'est un sujet dont il faut prendre ombrage et parmi les plus essentiels à ne pas occulter. Habitant de Dolisie, Chesney est un jeune parmi ceux qui tentent de revaloriser l'agriculture. Sa conviction, c'est que ce secteur devrait être notre priorité au regard de la croissance démographique et du défi que constitue l'urgence climatique. L'Afrique, dans les 30 années qui viennent, va passer d'1 milliard d'habitants à 2,5 milliards. Il faudra éduquer toute cette population, garantir notre sécurité alimentaire. L'agriculture est l'un des leviers sur lesquels agir pour renforcer notre prospérité. Et il ne doit pas être exclusif des jeunes. Pour notre hôte, ce secteur pouvait même constituer le miroir de notre pays à l'étranger, mais les responsables qui se sont succédés jusque-là à la tête de ce département n'avaient manifestement qu'un désir fugitif de sortir cette activité de l'ornière. Toutefois, si l'on peut concéder quelques couacs, il faudra sans doute témoigner quelques indulgences aux autorités, car il est incontestable que l'an dernier, un progrès prodigieux a eu lieu. Un nouveau dispositif a vu le jour, le FIGA. C'est un signe annonciateur d'une politique qui fait la part belle à la jeunesse et son envie d'entreprendre. Moi, je crois que chaque jeunesse doit savoir choisir les secteurs en rapport avec les compétences qu'elle a. Moi, je crois qu'en dehors des compétences des jeunes, nous avons un sol assez riche. C'est-à-dire que nous avons un potentiel qui peut facilement, avec un peu plus d'effort, nous permettre d'atteindre certains objectifs. Donc, je pense que quand vous rentrez dans les villages, ceux qui tiennent le secteur agricole sont effectivement des jeunes. C'est juste que nous avons une image assez propre. Nous pensons qu'au village, ce sont des grands-parents qui font les champs, mais je pense qu'il y a des jeunes qui sont à l'intérieur du pays, qui sont là, qui se lèvent chaque matin et qui font l'agriculture. Entre les habitudes de la ville, venir s'installer au village sur le plan environnemental, il n'y a pas eu de choc? Le choc, comment est-ce que ça a été vécu? Oui, le choc, il est là, mais il faut savoir l'amortir. Je pense qu'à la base, le plus important, c'est savoir tenir financièrement. On peut ramener le confort de la ville vers les villages. Moi, je visite souvent des grands villages au Congo, où quand vous arrivez, vous êtes au village, mais les infrastructures qui sont là sont impressionnantes. Donc je me dis qu'on peut bien... c'est vrai qu'il y a un choc. Il y a certaines choses que vous pouvez faire dans Brazzaville, Pointe-Noire. Une fois à l'intérieur du pays, vous ne pouvez pas le faire. Mais c'est peut-être pas ça le plus essentiel. Le plus essentiel, c'est de savoir qu'on peut se nourrir, on peut se soigner, on peut payer sa formation, on peut se vêtir, on peut tout faire avec ce que nous faisons. Au-delà de tout ça, l'un des plus grands problèmes que les agriculteurs rencontrent dans ce pays, c'est la conservation. Nous produisons des produits qui se gaspillent. Le même jour où l'orange est vendu à Brazzaville à 400, il y a l'orange qui est à 25 à Dolisie dans un tas. C'est-à-dire que celui qui est ici dans l'incapacité d'envoyer sa marchandise à l'extérieur est obligé de brader le prix ici. Alors qu'ailleurs, ils sont en pénurie. Et une fois qu'on aurait atteint, c'est la première étape, avant même d'aller vers la transformation, c'est d'abord la conservation. Une fois que le Congolais pourra produire et conserver, je pense que c'est de là où nous allons sentir que le secteur agricole peut contribuer essentiellement dans notre produit intérieur brut. De l'autre côté du majestueux fleuve Congo, la République démocratique du Congo. Un rapport des Nations Unies vient de faire état de 122 groupuscules armés qui agitent l'est du pays. Un nombre, évidemment, qui donne le tournis et qui empoisonne la stabilité chez notre grand voisin. Notre Congo est-il un pays verni? En tout cas, les étrangers aiment particulièrement l'atmosphère paisible qui y règne. Le chef de l'État, un homme fondamentalement attaché à la paix et à la sécurité de ses concitoyens, a jeté les bases pour la coopération avec tous nos voisins et nos alliés, et il l'a fait avec un grand talent. Le pays est devenu la figure de proue en la matière dans la sous-région et offre des garanties de stabilité propices à l'investissement. Mais mabok moi mingi na Sassou Nguesso puisque na maboka façon na marka na nata beto na mangola na salaka pour que ti vraiment bet news ka kutela mfasiai muna pesa mwana bakale no courage sinon
nga vraiment betime kuma mutu nzila quand nzila bakale nzila mutekulu nzila. Voilà pourquoi papa, nous sommes très contents de vous, que cette jeunesse si polie qui nous sommes. Nous sommes fiers de notre président de la République. Mais je dis que c'est, il y a qui est fort, c'est pas n'importe qui. Trouver 2 présidents comme ça là, nga papa, beti nga dorisi a même nyenga ka ba point noir nyenga. Mais il faut que bouliane moi ma bon. Effectivement, c'est tout le pays que je sillonne. Une fois, avec quelques amis, on a fait Pointe-Noire jusqu'à Ouesso, en aller-retour, en entrant, hein, bien sûr, un peu plus en profondeur dans certains départements. Et on n'a eu aucune difficulté sur le terrain. Et d'ailleurs, moi, quasiment, on va dire 2 fois ou 3 fois le mois, je suis régulièrement à l'intérieur du pays et je n'ai rencontré aucune difficulté, on va dire, d'un point de vue sécurité. D'ailleurs, beaucoup me posent des questions, ceux qui veulent venir aux expéditions, ceux qui sont à l'étranger. C'est souvent la question qui revient. Et moi, ma réponse, c'est que je fais régulièrement ces destinations-là, mais que je ne rencontre aucune difficulté d'un point de vue sécurité. Donc ça veut dire que la paix contribue à assainir le climat de la paix. Il faut impérativement qu'il y ait un climat, on va dire, sain en termes de sécurité. Il y a des pays qui sont défavorisés parce qu'il y a souvent des coupeurs de route ou des incidents qui peuvent intervenir. Mais ce que je peux dire pour le Congo aujourd'hui, et je pense que ceux qui ont participé aux activités ou ceux qui vont avec moi en exploration peuvent confirmer mes dires. Écoutez, la paix, oui, parce que sinon, depuis 1997, il y aurait encore une autre guerre, que ce soit civile ou internationale, mais Dieu merci, on touche du bois. Comme on dit chez nous, alhamdoulilah, il y a la paix. La paix favorise énormément ce genre d'activité car la paix favorise tout. Au Congo, le potentiel de route est d'environ 8000 km. À ce jour, un peu plus de 4000 km de routes bitumées relaient tous les départements du Congo. Du nord au sud, on atteint chacun des bouts, ouvrant la voie à nos voisins que sont le Gabon, le Cameroun par la Sangha, avec le corridor Sembe-Soinkentam, la RCA qu'on atteint via la Likwala, précisément par Bétou. Avec plus de 4 millions d'habitants, le Congo connaît une urbanisation rapide. Au début des années 2000, le président de la République a annoncé son projet de construction d'un boulevard énergétique. D'emblée, quelques Congolais n'en comprennent pas le sens. Pire, bien d'autres s'en moquent alors, parlant de mirage ou de mythe. Donc il faut que bien canal moi bien vraiment mon côté là surtout en tout cas le sassou sur le sassou le saibo parce que le sassou ka lo bien que ça que bon et le tamis de tchétchien de chonto be mais comme c'est ngana kame ka ba tchétchien beaucoup bon de bien le increase blouson nkula il faut que je bien nkula mais que je bien nkula pour bien on a boy da bien on a boy vivre bien comme ça apaisant vous de lui bien que il est salo. Bon, il faut que bien sûr bien court blé à dia mo bien que bien mo bo barba ye kubu ba ye kuya ba ye mfa a ye libre ma ye a ye bien. Au premier, il faut rappeler ici que le grand boulevard énergétique projeté par Denis Sassou Nguesso en 2003, au moment du lancement des travaux de construction du barrage d'Imboulou, visait l'électrification du pays à 90% d'ici à 2025. En mettant un accent particulier sur l'électrification rurale. Il s'agissait de faire profiter à tout le pays de l'électricité produite depuis les centrales à gaz de Djeno, les centrales hydroélectriques de Mukukulu, d'Imboulou et de Liuesso. Au second, les sceptiques, il convient, pour les sortir du doute, de leur rappeler d'où notre pays vient en matière d'électricité. Ce nécessaire rappel historique leur montrera que l'engagement du président Denis Sassou Nguesso n'était pas un simple mirage. Alors, d'où venons-nous ?
Les conflits destructeurs et meurtriers qui ont frappé la République du Congo dans le courant des années 90 ont fortement endommagé les principales infrastructures énergétiques. Depuis la destruction des installations électriques de Tielampo et les pylônes de Mukukulu respectivement en 1997 et 1998, le pays était dans une situation plus que chaotique. En seulement une dizaine d'années, le rapport des Congolais face à l'accès et à l'usage des technologies de l'information et de la communication a nettement changé. La culture numérique qui se manifeste par un usage des TIC dont les activités quotidiennes s'imbriquent peu à peu dans les pratiques culturelles des Congolais. Bien que la fracture numérique soit manifeste, il n'est pas rare de voir un citoyen congolais muni d'un PC portable, d'une tablette tactile ou encore d'un smartphone. Ainsi, télécharger, envoyer un SMS, discuter sur WhatsApp, se connecter sur Facebook et publier des photos font partie des pratiques quotidiennes des jeunes Congolais. Il n'est pas rare d'entendre que le numérique est une culture pour les jeunes. Pour eux, la caractéristique majeure est que le numérique, par les usages soutenus qu'ils en font et l'investissement affectif et temporel qu'ils lui consacrent, fait pleinement partie de leur quotidien. Il convient de relever que grâce au président Denis Sassou Nguesso, le Congo a largement accru ses capacités de fourniture d'eau potable et d'électricité dans les villes et les villages. Dans nos villages, grâce à la mise en œuvre de programmes et projets spéciaux tels que le projet d'urgence de relance et d'appui aux communautés du Congo, l'eau pour tous et le projet d'électrification en milieu rural au Congo, des dizaines de systèmes d'adduction d'eau potable et de milliers de forages ont été réalisés dans le cadre de ces projets spécifiques, des centaines de kilomètres de réseaux de distribution de moyenne et basse tension, ainsi que des centaines de postes de distribution d'électricité et de branchements électriques de foyers ruraux ont été déployés. Tous ces programmes et projets se poursuivent. Ils profitent d'ores et déjà à une grande partie de nos concitoyens vivant dans les campagnes. Le boulevard énergétique est donc en pleine réalisation. Que reste-t-il donc à faire ? En premier lieu, la question du transport et de la distribution de ces biens. En effet, l'énergie n'est pas consommée sur les sites de production. Il faut la transporter vers les points de transformation. Cette opération est rendue difficile du fait de la défectuosité des voies d'accès à l'ensemble de la ligne. De même, une fois transformée, l'énergie transportée doit être distribuée. Or, le réseau de distribution est lui aussi extrêmement fragile. Ainsi, les postes de transformation secondaire sont vétustes. Les lignes de moyenne et de basse tension, quant à elles, datent d'une époque si ancienne que leur vétusté les rend inopérantes. L'extension de la route de la Corniche et l'aménagement des arrondissements Bakongo et Makelekele, via la création d'un nouvel axe en bordure du fleuve Congo, a permis de désenclaver ces arrondissements, d'aménager des services publics favorisant le développement économique, tout en mettant en valeur un site naturel exceptionnel sur le plan touristique. Les travaux de construction d'un pont reliant Brazzaville dans notre Congo à Kinshasa en République démocratique du Congo, qui vont bientôt débuter, sont un projet d'intégration les plus importants en Afrique centrale. Prévu pour enjamber le fleuve Congo, séparant les deux capitales les plus proches du monde sur environ 1575 mètres, la nouvelle infrastructure comptera une voie de chemin de fer unique, une route à 2 voies, des trottoirs et un poste frontière à chaque extrémité, et sera connectée aux infrastructures routières existantes sur chacune des 2 rives. Bouddha Zoda, société économique à Verdun, société Mochieka, il y a une métier, il y a ce que notre propriété, il n'y a pas pour rata. Gouvernement, il y a tout le monde qui a ville vraie salité, ville vraie vie, nous tous déchets, non. Actuellement, à Verdun, oui, j'irai, le Congo, chez ce que tu vis, il y a pas propre, mais vous devez déborder, vous devez déchets de gauche à droite, Bouddha Zoda, rata, les gars propres. Donc, je veux dire, tu n'as pas de Kunsaka, quand Buxembourg, quand Cambra, maman, non. Qui est d'accord, tu vois, jeune faut que la vie. Donc je préfère jeune de Katouka, quand il y a un dossier pour l'instant, ou à Verdun. On peut chercher dans ça, jeune, quand jeune va salaire, va via où. Donc jeune, quand il y a besoin de déposer pour à Verdun, ça recruter, mais il faut aller, coucher recruter. Dans le milieu où on a lié ça, ce que tu vois, il y a via un coup, ou 100 000 fois, on n'est pas responsable.
Nous, Chili Beto, Bakabe Bebe, du C, nous sommes les qui l'ont du Zolo. Nous avons regardé mon nom de Bagiri. Mais comme je l'ai dit, c'est en plus une famille. Une famille tout important, nous disons à Verdun. Les cultivateurs attestent tous du même phénomène. Ils rencontrent beaucoup d'écueils sur leur route, font face à une baisse significative des récoltes en raison du changement climatique. Notre pays n'est pas épargné par ces phénomènes. Notamment, la montée des eaux avec les inondations cette année, à Mosaka dans la Cuvette ou à Betou dans la Likwala, qui ont poussé plus d'1 millier de Congolais à fuir leurs habitations et qui sont la preuve que le climat s'est détraqué, que la nature se déchaîne. Quand les mamans travaillaient dans le temps, ça donnait très bien et puis il y avait le calme aussi. Maintenant, on ne peut pas croiser le bras. Le peu que nous recueillons, parfois tu amorces une petite activité pour compléter encore ça. Oui. Parce qu'ici, le changement climatique, eux aussi, ils connaissent les impacts. Le monde entier est au seuil d'une nouvelle conscience, celle de l'écologie. La variation rapide du climat suscite des fortes attentes. Un pays soucieux de son avenir ne peut pas se permettre d'oblitérer cette question. S'occuper davantage des nôtres sera aussi synonyme de changer notre façon de penser le Congo, de le construire. J'ai fait de belles rencontres et des découvertes au cours de ce périple qui m'a révélé une infinité de ressources, dévoilé des possibilités autant énormes qu'insoupçonnées, des forces magnifiques de la jeunesse congolaise. Elle a les clés de son avenir, un avenir qui est indissociable de celui qui, pendant des années, a tout fait pour le lui garantir, afin qu'elle ait toujours entre les mains son propre destin. Je pense que mes compatriotes commencent à peine à reconnaître l'importance et la grandeur de l'homme, l'ampleur du combat qu'il a mené pour la sauvegarde de l'unité du peuple. Ce qu'il a accompli pour le pays au regard de son histoire, de ce qu'il était. De tout temps, Denis Sassou Nguesso a fait don de son génie stratégique au sien pour faire prévaloir la paix, mailler le pays et développer ses infrastructures. Si le temps garde la mémoire de l'action, l'histoire devra sans doute commencer à retenir que les leaders ne sont pas tous logés à la même enseigne. Le plus grand des dirigeants parle peu, c'est conforme à la nature. Le sage a toujours fait litière des attaques de ceux qui balaient le sable dans le désert. Celui qui a dit un jour que le travail ne peut pas s'arrêter, sait que le plus important, c'est poursuivre son horizon. Offrir à son peuple et à sa jeunesse tout ce qu'il est possible de donner. Nous sommes au XXIe siècle, je crois que la jeunesse, la première chose à faire, la toute première chose à faire, c'est de essayer le plus possible d'embrasser les sciences modernes. Nous sommes au XXIe siècle, il faut les savoirs, il faut les sciences, il faut des connaissances scientifiques, technologiques, il faut s'ouvrir à ça, il faut les maîtriser, et parce que c'est de plus en plus nécessaire dans l'humanité. Donc une jeunesse qui est en dehors des savoirs modernes, des savoirs contemporains, est une jeunesse presque abandonnée. Donc on doit faire tout pour que la jeunesse s'ouvre au savoir contemporain et participe aussi à leur élaboration éventuelle, à leur diffusion et à s'approprier ces sciences et connaissances modernes pour créer un nouvel environnement de vie, de nouvelles conditions de vie. Je crois qu'il faut toujours garder l'espoir tant qu'on vit. Il faut toujours espérer parce qu'on tient par l'espérance. Les problèmes, les générations changent. Aujourd'hui, il y a telle génération avec tel héritage, tel problème. Mais demain, ça sera une autre génération et puis d'autres problèmes. Et chaque génération, en aiguisant un peu plus sa conscience, elle peut arriver à résoudre ses problèmes. Je crois que l'espoir est toujours permis. C'est ça, son pouvoir que Dieu lui a donné.